Bonjour à tous et joyeux Noël! Comme vous le savez tous, le CAC 40 a refait une irruption au-dessus de la barre symbolique des 6000 points et à cette occasion, j'aimerais profiter de cette opportunité pour vous expliquer comment conduire une analyse de risque sur un marché action. Tout d'abord, pour ceux qui sont toujours investis sur les marchés actions, eh bien félicitations parce que vous avez dû faire de belles plus-values sur 2019 puisque les 6000 points, ça traduit essentiellement que vous avez gagné de l'argent. Et pour les autres, pour ceux qui hésitent à commencer à investir sur les marchés actions ou à se renforcer, eh bien il est plus que jamais temps de conduire une analyse de risque pour savoir si ça en vaut le coup. D'autant qu'à ce stade, les médias ne devraient pas tarder à revenir sur ce sujet en expliquant que la bourse, ça monte toujours et qu'il semblerait bien que ce soit le bon moment pour investir. À chaque fois, c'est la même chose, c'est lorsque les marchés sont au plus haut que les médias retrouvent l'envie d'écrire sur les marchés boursiers. Donc, le but de la vidéo aujourd'hui, ce sera de vous donner une méthode, une façon de réfléchir et quelques indicateurs aussi qui vous permettront d'évaluer le niveau de risque auquel vous vous exposez si vous décidez d'investir en bourse. Allez, c'est parti! Prenons une minute pour reposer les bases et de se demander pourquoi est-ce que les marchés boursiers oscillent à la hausse et à la baisse autour d'une tendance. Déjà, rappelons très rapidement que la bourse, ce n'est qu'un marché secondaire où on s'échange des titres de propriété d'entreprises. À l'exception des ouvertures de capital, des IPO, des fusions-acquisitions et ce genre d'opérations qui permettent de financer directement les entreprises, la bourse, c'est avant tout une grande bourse d'échange, un marché d'occasion des titres d'entreprise. Alors attention, que ce soit un marché de l'occasion n'enlève rien à l'utilité des bourses pour les entreprises parce qu'en réalité, si une fois qu'on avait acheté des parts d'entreprise, il fallait se débrouiller pour les revendre à un copain, ce serait beaucoup plus compliqué qu'avec les marchés boursiers actuellement. Et si c'était beaucoup plus compliqué, forcément les entreprises auraient plus du mal à l'initial à se financer en émettant des titres de propriété à vendre. Donc, en dehors des cas de manipulation des marchés, que ce soit par les États ou alors par des spéculateurs de génie ou alors même des fraudeurs, la bourse sert à trouver un prix juste pour la valorisation d'une entreprise. Les acteurs sur un marché boursier vont donc chercher un prix juste qui va traduire justement les caractéristiques futures de l'entreprise, les bénéfices attendus, ses perspectives de croissance, et tout cela pondéré par les facteurs de risque qui sont intrinsèques à l'activité ou qui peuvent même être macroéconomiques. Donc tout ce marché fourmillant, essaye de trouver un juste prix qui n'existe pas puisqu'il évolue sans cesse. C'est pour ça qu'on dit que la bourse à court terme a toujours tort sur la valeur de quelque chose, mais qu'à long terme, elle est la seule à avoir raison. Et comme un coup les investisseurs à court terme se plantent à la hausse, un coup ils se plantent à la baisse, au final on a bien une espèce de variation, un coup trop optimiste, les prix montent de trop, un coup trop pessimiste et les prix descendent de trop. Il n'empêche que sur le long terme, il y a toujours une tendance qui se dessine et là on peut parler du juste prix de l'entreprise pour les 10 ou 20 dernières années à venir. Enfin, il ne faut pas oublier que toutes les bourses dans le monde sont interconnectées parce que l'argent peut facilement circuler d'une place à l'autre. Du coup, s'il y a une chute de valeur à New York par exemple, ça peut créer des opportunités sur des entreprises sous-cotées et à ce moment-là, de l'argent qui était investi en Europe peut se désinvestir pour aller alimenter ces opportunités à New York. Les bourses dans le monde évoluent comme un seul système et en réalité, si on prend également en compte les autres marchés financiers, comme le marché obligataire, des devises ou le marché des taux, c'est de l'argent qui circule aussi facilement. Donc il y a également des liens à faire sur tous les marchés financiers pour comprendre l'évolution de la bourse. Ça, c'est pour la théorie. Ensuite viennent toutes les manipulations. Pour tout un tas de raisons que j'ai déjà largement développées dans d'autres vidéos sur cette chaîne, les États ont tendance à intervenir très régulièrement, soit via la réglementation, ou alors via leur banque centrale. Il faut donc prendre en compte les politiques économiques des grands États afin d'arriver à dessiner un grand tableau économique. Vous l'aurez compris, tout cela n'est pas simple. Alors, quand je vois le 20 novembre 2007, Le Figaro qui titre un article « Investir en bourse coûte cher mais rapporte gros », ça me laisse rêveur parce qu'à cette époque-là, on venait de commencer la grande dégringolade des subprimes.
En termes éditorialistes, que les journaux commencent à s'intéresser à l'investissement en bourse lorsque les marchés sont au plus haut. Je le comprends bien parce que au final, quand on parle de records battus, de plus haut, ça vend du rêve et ça fait de l'audience. Mais gardez toujours en tête que pour un investisseur, lorsque l'on entend les médias généralistes parler des records boursiers et de l'investissement en bourse, souvent c'est que c'est plutôt l'heure de se barrer. Je me souviens encore de 1999 où j'entendais mon prof d'analyse financière qui hurlait au désespoir en amphithéâtre pour nous expliquer que les valorisations qui étaient liées à la bulle internet étaient astronomiquement idiotes. Et pour autant, on entendait tous les soirs des reportages sur des gamins qui étaient devenus millionnaires grâce à un pauvre site internet qu'ils avaient développé dans leur coin, parce qu'à l'époque, tout s'achetait dès l'instant que ça finissait par .com. Et au final, on était à peu près tous bourrés d'AOL, de Liberty Surf. Bon, moi à l'époque j'étais trop jeune, mais aujourd'hui je revois les gens qui ont 50 ans et qui ont vécu la bulle internet en plein, eux ça les a marqués. C'est pour ça qu'un portefeuille financier bien construit doit être équilibré autour d'une analyse de risque. Plus le risque est élevé, moins vous avez d'actions et inversement. En gros, après un crack majeur, lorsque vous avez perdu 30, 40, 50%, vous pouvez être investi à 95% en actions, parce que c'est le moment d'acheter. Mais à l'inverse, au fur et à mesure que les marchés remontent, il va falloir vous donner des indicateurs et des repères pour vous alléger progressivement afin de diminuer votre exposition au risque. Et lorsque vous diminuez votre part en action, vous n'allez pas garder votre argent sous votre oreiller. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vous poser la question des actifs qui vont venir contrebalancer votre portefeuille. Et c'est là qu'on va parler après des devises, des obligations, des métaux précieux, etc. Mais ça, je l'aborde dans d'autres vidéos. Et lorsque les marchés craquent, souvent c'est assez brutal, et vous devez être capable de vendre les actifs que vous avez en réserve, qui ne sont pas des actions, donc qui n'ont pas craqué, ou alors beaucoup moins, pour pouvoir acheter au plus bas. Et ensuite, une fois que vous aurez regonflé d'actions, vous allez vous alléger progressivement. Mais la vraie question est de savoir comment évaluer si un marché est cher ou n'est pas cher. Et pour ça, j'ai une réponse courte et une réponse longue. La réponse courte, lorsqu'un marché n'est pas cher, tout le monde le sait parce que les cracks sont assez brutals et violents, donc ça se voit très rapidement. Et à l'inverse, savoir si un marché est cher est beaucoup plus compliqué parce que théoriquement, on peut toujours dépasser le record de la veille. Et en 2000, on a eu un record d'excès de valorisation à des niveaux qu'on n'aurait jamais pensé possible. Quand on regarde les indicateurs, ils étaient bien au-dessus de tous les signaux d'alerte qu'on avait eus pour les crises précédentes. Je vais vous en donner deux. Premièrement, il y a un indicateur assez simple à utiliser, je vous mets une image avec l'adresse au-dessus, vous pouvez le consulter, c'est le PE Shiller. Le principe est assez simple, Shiller c'est un prix Nobel d'économie qui a établi un ratio qui ramène les bénéfices de la société à sa valorisation. Donc en gros, quand le PE vaut 10, ça veut dire qu'il faut 10 fois les bénéfices d'une entreprise pour s'acheter l'équivalent d'une action. Sur le long terme, vous pouvez voir sur ce graphique que, en gros, quand on est en dessous d'un ratio de 15, on n'est pas cher, et quand on est au-dessus d'un ratio de 25, on est vraiment fortement en risque. Et puis, entre ces deux bornes, vous pouvez établir des règles simples qui vont dicter la distribution de votre portefeuille. Par exemple, vous vous dites, en dessous de 15, je suis à 100% en actions, et puis au-dessus de 25, je ne garde que 15% d'actions. Et entre 15 et 25, vous pouvez très bien faire tout simplement une règle de 3 tous les trimestres pour ajuster votre pourcentage, ou alors vous vous dites tant que j'arrive pas à 20, je reste à 80% en action, et puis après je m'allège progressivement à 10% jusqu'à ce que j'aille à 25. Il faut établir une règle de proportionnalité qui va vous emmener de 100% à 10% selon votre sensibilité et la quantité de volatilité que vous voulez subir par exemple. Le deuxième ratio, un ratio que j'aime bien, c'est le ratio du S&P 500, donc la bourse américaine, rapporté au prix de l'or. Ce sont deux choses que l'on connaît depuis très longtemps. Et du coup, ça nous permet de savoir sur le long terme si on est cher ou pas cher. J'en ai déjà largement parlé dans cette vidéo si ça vous intéresse.
Et pour aller plus loin, Charles Gave avait réalisé un article dans lequel il faisait un portefeuille Institut des Libertés avec une petite dizaine d'actions du CAC 40. Et j'avais croisé en fait ce portefeuille avec une gestion macro du prix justement S&P 500 sur l'or. Si ça vous intéresse, j'ai également fait une vidéo sur ce sujet. Et vous voyez au final qu'on peut marier une vision de la constitution d'un portefeuille avec une vision timing des marchés. Lorsque vous mettez ce genre de règles en place, eh bien vous intégrez une analyse du risque à votre gestion de portefeuille. Donc tout ça pour vous dire que le CAC 40 qui passe au-dessus des 6000 points, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui sont déjà investis. Pour les autres, ça signifie qu'aujourd'hui on est quand même sur des zones de prix où il faut se questionner sur ce que l'on achète. Parce que les 2 dernières fois où le CAC 40 a dépassé ce seuil des 6000 points, eh bien ça s'est terminé en drame. C'était en 2000 et c'était en 2007. Dans les deux cas, que ce soit la bulle internet ou la crise des subprimes, les gens qui ont investi au-delà des 6000 points sur le CAC 40, eh bien, ont perdu 50% au plus bas des marchés qui a suivi quelques mois ou 1 an ou 2 ans au maximum plus tard. Pour résumer tout ce que l'on a dit aujourd'hui, premièrement, toutes les bourses mondiales sont interconnectées, certes, mais pas que. Les marchés financiers, les autres marchés financiers sont également d'une façon directe ou indirecte connectés aux marchés boursiers. Un trou d'air sur l'un de ces marchés, que ce soit les actions, les devises, les obligations ou que sais-je, aura des conséquences probablement sur les autres. Par ailleurs, en ce moment, j'attire également votre attention sur une vidéo que j'ai traitée ici sur le krach obligataire qui, lui, constitue un véritable risque pour tous les marchés en ce moment. Donc, quand on vit dans un monde avec un degré de risque élevé, je trouve personnellement qu'il est plus sage de retenir ses positions, quitte à gagner un peu moins d'argent, pour éviter d'en perdre beaucoup et être en capacité de faire de bonnes affaires. Parce que une plus-value sur les marchés boursiers, c'est comme dans beaucoup de cas dans la vie, ça se fait essentiellement à l'achat. Voilà, rien qu'avec les 2 indicateurs que je viens de vous donner, alimentés par une petite réflexion personnelle, vous serez déjà bien mieux équipé que la moyenne.